Donc la maladie sur laquelle nous travaillons, c'est la sclérose latérale amyotrophique. Comme toutes les maladies neurodégénératives, elle est caractérisée par la destruction progressive d'un type de neurone particulier, le motoneurone. Alors qu'est-ce que c'est que le motoneurone? Eh bien ce sont les neurones qui vont connecter le cerveau, il y a le motoneurone supérieur, qui va connecter le cerveau jusqu'à la moelle épinière, et là il va y avoir un relais, et un autre motoneurone va prendre le relais depuis la moelle épinière pour aller connecter tous les muscles de l'organisme. Donc, au cours de la maladie, comme ces neurones vont s'altérer progressivement, eh bien, tous les muscles vont être touchés. Pourquoi? Parce que ces neurones, eh bien, ce sont des câbles électriques. Ils vont transmettre du courant électrique. Et donc, vous savez que si on stimule un muscle par du courant électrique, eh bien, celui-ci va grossir. Et comme là, les neurones vont se déconnecter, eh bien, le muscle va progressivement s'atrophier et disparaître. Donc, les patients vont se paralyser. C'est une maladie qui débute généralement vers l'âge de 60 ans, mais il peut y avoir des formes beaucoup plus précoces et des formes beaucoup plus tardives. C'est une maladie très grave qui va évoluer rapidement, mais là encore, il peut y avoir des évolutions beaucoup plus lentes. En France, il s'agit, d'ailleurs partout dans le monde, il s'agit d'une maladie rare. En fait, le nombre de nouveaux cas qui surviennent chaque année est tout de même très important. Il est pratiquement similaire à une autre maladie que vous connaissez sans doute, qui est la sclérose en plaques. Mais comme elle est beaucoup plus grave, eh bien, le nombre de patients dans la population reste faible à un temps donné. Donc en France, elle concerne environ 7000 patients. Alors il faut savoir que la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital ici, eh bien, il est extrêmement célèbre dans le monde entier à propos de cette maladie. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ici, à la Pitié-Salpêtrière, que fut décrite pour la première fois la maladie par Jean-Martin Charcot. Et donc, c'est pour cela qu'on l'appelle communément la maladie de Charcot. Ici, à la Pitié-Salpêtrière, c'est aussi l'endroit où fut réalisé le premier essai clinique mené par le professeur Vincent Méninger, qui est aujourd'hui parti à la retraite, et donc qui a permis la mise sur le marché du premier traitement, le Riluzole, pour les patients. Alors cette molécule n'a qu'un effet limité, mais tout de même, elle est administrée donc aux patients. Et la Pitié-Salpêtrière, c'est aussi un énorme centre de référence où sont suivis un grand nombre de patients chaque année. On compte environ 1400 patients suivis ici. Alors, quelles sont les causes de la maladie? Eh bien, elles ne sont pas connues, mais il y a différentes hypothèses qui sont liées à l'environnement et au mode de vie des patients, comme l'a présenté Alexandra. Donc, on a tout d'abord suggéré qu'il pouvait s'agir d'une trop grande activité physique. Et si en France, la maladie est appelée la maladie de Charcot, aux États-Unis, elle s'appelle la maladie de Lou Gehrig, du nom d'un célèbre joueur de baseball qui en fut atteint. Alors, on a remarqué également qu'il y avait une plus forte fréquence de cette maladie dans certaines équipes de footballeurs italiens ou de rugbyman d'Afrique du Sud. Et donc, on s'est demandé si ces sports pouvaient être un facteur de risque pour la maladie. Il y a aussi l'hypothèse des traumatismes, et une étude a publié que l'électrocution pourrait être un facteur de risque pour déclencher la maladie. Il y a également une exposition aux produits chimiques, et cette observation vient des vétérans de la guerre du Golfe, donc les soldats américains, qui ont développé de façon plus fréquente la pathologie. Enfin, il pourrait y avoir une exposition à des toxines alimentaires, et cette hypothèse provient des observations faites dans l'île de Guam, du Pacifique, où les Indiens Chamorros présentaient une forme particulière de la maladie associée à une maladie de Parkinson et à des troubles cognitifs. Et en fait, on a incriminé les graines de cycades qu'ils ingéraient. En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce qu'il faudrait qu'ils ingèrent de très grandes quantités de ces graines. Et on s'est dit, c'est peut-être plutôt lié à la chauve-souris, parce que les Indiens consommaient également des chauves-souris qui mangeaient les graines et donc qui concentraient cette toxine dans leur cerveau. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était une cyanobactérie, donc comme une algue verte, qui contaminait les graines de cycase et provoquait la production de cette toxine. Alors tout naturellement, avec les cyanobactéries, il y a aussi l'hypothèse infectieuse avec des virus qui pourraient provoquer la maladie. Mais Alexandra vous en a parlé, il y a aussi pour cette maladie des formes familiales. Alors elles sont rares, puisqu'elles ne représentent que 10% des cas, et que pour 90% des patients, il n'y a aucun antécédent familial dans la maladie. Mais pour certaines familles, comme une famille présentée ici,
vous voyez que la maladie est présente chez plusieurs patients. Donc quand on représente un arbre généalogique, on représente les femmes par des petits ronds et les hommes par des petits carrés. Et lorsqu'ils sont malades, on les colorie en noir. Et vous voyez que quand cette patiente va se présenter ici, quand elle va être accueillie ici au service à la Pitié-Salpêtrière, eh bien elle va expliquer que son père, sa tante et son grand-père étaient atteints de sclérose latérale amyotrophique. Donc quand nous on a cette information, eh bien on sait qu'il y a une transmission familiale et donc on va rechercher la cause génétique. Et cette cause génétique, eh bien c'est une mutation. Alors, qu'est-ce qu'une mutation? Eh bien, c'est une anomalie qui se trouve dans les chromosomes. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler des chromosomes. Je ne sais pas si vous êtes scientifique, mais les chromosomes, en fait, ce sont toutes ces structures, cette bibliothèque qui contient toute l'information génétique des êtres humains et qui se trouve localisée dans le noyau de la cellule. Les chromosomes, ils sont représentés ici sous la forme d'un petit X, et on va pouvoir le dérouler, ce chromosome. Et quand on va le dérouler, on va se rendre compte qu'il s'agit d'un très très long fil, un très long fil d'ADN, qui est donc composé de 4 bases, en fait 4 lettres, qui contient un message particulier. Et donc la maladie, c'est juste une erreur, un bug. Dans cette séquence d'ADN, c'est juste la substitution, une lettre qui est modifiée. Alors, dans l'équipe de Séverine Boilet, nous sommes 4 chercheurs qui avons des compétences complémentaires, une expertise complémentaire, et donc nous travaillons tous pour essayer de trouver un nouveau traitement pour cette pathologie. Donc pour ma part, je m'occupe d'identifier les causes génétiques chez les patients. Christian Lobziger va tenter de répondre à la question des mécanismes pour tenter de trouver de nouvelles voies qui vont conduire au déclenchement de la maladie et à sa propagation. Séverine Boilet s'intéresse à une cellule particulière, une cellule de l'inflammation, pour essayer de ralentir la maladie chez les patients. Et Delphine Boll va modéliser la maladie à l'aide de cellules souches, je vais vous en reparler, pour pouvoir tester des nouveaux traitements dans les boîtes de culture. Et nous avons la chance d'avoir également dans notre équipe 2 médecins, le docteur François Salacas, qui est le clinicien ici responsable du centre SLA de Paris, et le professeur Daniel Seyan, qui est neuropathologiste et qui s'occupe de la collection de tissus des patients. Alors, donc, pour la première approche qui est développée dans l'équipe, qui consiste à trouver les causes génétiques de la sclérose latérale amyotrophique, en fait, nous, notre but, c'est d'identifier tous les points de départ possibles de la maladie. Parce que nous pensons qu'il pourrait y avoir des voies communes qui, bien malgré que tous ces points de départ sont différents, la voie de dégénérescence du motoneurone pourrait être commune. Alors, ces études permettent de proposer aux familles qui le souhaitent un diagnostic. Elles permettent de créer de nouveaux modèles animaux ou cellulaires, je vais vous en reparler, et elles donnent aussi de nouvelles pistes thérapeutiques. Alors, comment est-ce que nous procédons? Eh bien, nous recevons du sang de patients, et à partir de ce sang de patient, on va extraire l'ADN. En fait, on va extraire les chromosomes et on va dérouler le fil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et une fois qu'on aura ce matériel, eh bien, on va le mettre dans des machines pour pouvoir visualiser les lettres qui le composent. Je vous ai dit 4 lettres, A, T, G, C. Et vous voyez ici, je vous ai montré un exemple de mutation. En fait, c'est notre quotidien, comme l'a dit Alexandra, et vous voyez que lorsqu'il y a une mutation, il y a superposition de 2 pics de couleurs, puisque les 4 lettres sont représentées chacune par une couleur différente, et donc là, ça signifie qu'on a identifié une mutation. Alors, nous avons obtenu de nombreux résultats en étudiant ces formes familiales. Nous avons étudié 400 familles au total, et 80 cas de patients autopsiés, ainsi que 500 contrôles. Ceci grâce à François Salacas, donc le clinicien en charge du centre de référence de Paris, mais également grâce aux autres centres de SLA français qui nous envoient leur clairvoyant et nous font confiance pour identifier ces mutations. Alors, nous avons identifié des mutations dans tous ces gènes. Donc, je ne vais pas les décrire un à un, puisqu'ils ont tous des noms un peu barbares. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons identifié la cause génétique de 70% des familles. Et que ceci permet à certains d'entre eux, notamment les patients qui portent une mutation dans le gène SOD1, de bénéficier d'essais thérapeutiques ciblés, parce qu'il y a des protocoles actuellement pour les envoyer dans des protocoles de thérapie génique.
Alors, dans le futur, ce que nous souhaitons faire, c'est identifier les 30% familles pour lesquelles nous n'avons pas encore la cause génétique. Donc, en tout, il y en a 120. Nous avons d'ores et déjà pu réaliser la lecture complète des ADN, donc des chromosomes, pour 60 d'entre elles, et ceci grâce au support logistique de l'ICM, grâce aux plateformes qui disposent d'un matériel extrêmement pointu. Et Marie va vous reparler de ces nouvelles technologies. Et nous souhaitons, dans le futur, compléter notre analyse par les 60 familles qui restent à analyser. Alors, nous avons également montré qu'il existait des mutations associées à des formes très précoces de la maladie. Donc, maintenant, vous savez tous reconnaître une mutation, et vous voyez ici que chez ce patient âgé de 16 ans, nous avons pu mettre en évidence une mutation. Et quand nous avons regardé l'ADN de ses parents, eh bien, on s'est rendu compte que cette mutation, elle n'était présente ni chez la mère, ni chez le père. Donc, il s'agit d'une cause génétique, mais elle n'est pas transmise par les patients. Il s'agit d'une mutation de novo. Cette mutation, elle est survenue au début, dans les premières divisions de l'œuf, et donc, c'est aussi une cause génétique de la maladie. Et donc, dans le futur, nous souhaiterions rechercher les causes génétiques dans les formes les plus précoces de la maladie, car nous pensons qu'il y a peut-être des voies spécifiques à cibler pour le traitement de ces jeunes patients. Enfin, grâce à un travail collaboratif européen, parce qu'en fait, quand on a des résultats, en fait, on va les partager avec les chercheurs des autres pays, et donc une étude avec les Allemands, les Suédois et les Portugais, à laquelle nous avons contribué, a permis la découverte d'un nouveau gène. Donc j'ai choisi ce gène pour illustrer notre travail, c'est le gène TBK1. Alors, que fait TBK1 dans la cellule? Eh bien, ce gène a deux fonctions. Il va, d'une part, emballer les déchets, et d'autre part, il va réguler l'inflammation. Donc ce sont nos deux hypothèses de travail. Et donc l'hypothèse de l'accumulation des déchets peut être étudiée dans les tissus de patients. Et vous voyez ici un motoneurone tout à fait normal, qui a une protéine dans son noyau. Le noyau, vous vous rappelez, c'est la structure qui renferme les chromosomes. Et donc ce noyau, il est marron, et il contient la protéine TDP43. Eh bien, pour les motoneurones qui sont malades, cette protéine va sortir du noyau. Le noyau, vous le reconnaissez avec son petit œil bleu, il est ici, donc il n'y a plus de TDP43 dans le noyau, mais il est au niveau du cytoplasme. Et il va s'accumuler sous la forme de pelotes, de grains ou de paquets. Et ça veut dire qu'il y a un problème d'élimination des déchets dans ces motoneurones. Et de façon extrêmement intéressante, la génétique a permis de montrer qu'il pouvait y avoir des mutations dans les protéines qui vont s'accumuler, les déchets, comme par exemple TDP43 chez les patients atteints de SLA, qu'il pouvait y avoir des mutations dans les protéines qui sont impliquées dans l'emballage des déchets. Je vous ai parlé tout à l'heure du gène TBK1. Et nous avons également mis en évidence de nouvelles mutations qui sont des nouveaux gènes dont on ne connaît pas exactement les fonctions, mais qui sont impliqués dans la destruction ou dans le recyclage de ces déchets. Et comme il est possible d'agir sur le plan pharmacologique sur ces voies, ce sont des hypothèses que nous souhaiterions tester. Alors, Christian Lobziger, je vous ai dit qu'il s'intéressait au processus de l'inflammation. Alors, l'inflammation, dans la moelle épinière, elle est médiée par des cellules qu'on appelle la microglie. Ce sont les cellules en bleu ici. Ces cellules entourent les motoneurones. Et en fait, ces cellules, elles vont avoir un double rôle. D'une part, elles vont être extrêmement amicales avec les motoneurones, puisqu'elles vont leur envoyer des facteurs bénéfiques qui vont permettre leur survie, leur bon développement. Et d'autre part, elles vont pouvoir aussi parfois envoyer des facteurs toxiques qui vont contribuer à leur destruction. Et donc, Christian se pose la question de savoir si ce nouveau gène, le gène TBK1, eh bien, il agit dans le motoneurone, il agit dans ces cellules de l'inflammation, et sur quel type de facteur il intervient. Et pour cela, il va créer un nouveau modèle murin de la maladie, et il dispose aussi d'une technologie qui lui permet de découper spécifiquement chaque cellule dans les tissus pour pouvoir aller l'analyser. Alors Séverine Boilet, quant à elle, s'intéresse également à l'inflammation, et notamment à une autre cellule de l'inflammation, qui sont les macrophages. Et les macrophages, comme les cellules microglies, ont un double rôle auprès des motoneurones. Donc,
Tout à l'heure, je vous ai dit que les microglies entouraient les motoneurones dans la moelle épinière, et vous vous souvenez sur la première diapositive, je vous ai montré que le motoneurone il va envoyer un très long fil électrique jusqu'au niveau du muscle. Et bien, tout autour de ce fil électrique, il va y avoir des macrophages. Et quand on regarde ici, dans des souris non malades et des souris malades, ces cellules, ce sont des marquages d'immuno, vous pouvez voir que sur les souris malades, il y a beaucoup plus de cellules de l'inflammation dans la moelle épinière et qu'il y a beaucoup plus de cellules de l'inflammation autour du nerf, autour du câble électrique. Et donc ça veut dire que la microglie et les macrophages réagissent à la dégénérescence des motoneurones et qu'elles sont impliquées dans la progression de la maladie. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce sont des cibles thérapeutiques qui sont accessibles puisqu'elles sont situées en périphérie. Alors, donc le projet de Séverine, eh bien, il consiste à identifier toujours ces facteurs bénéfiques qui sont envoyés par ces cellules au niveau des motoneurones et d'identifier les facteurs toxiques, ceci à différents temps, différents stades de la maladie chez la souris, à savoir au début de cette maladie, lorsque la maladie est déjà déclenchée, la phase symptomatique, et à la fin de la maladie. Et ceci afin d'identifier les facteurs qu'il serait important de moduler pour pouvoir ralentir cette maladie. Elle a également un projet de réaliser ce type d'études, mais là cette fois-ci à partir du sang de patients, afin d'isoler cette fois-ci les macrophages de ce sang. Et ce projet s'inscrit dans une collaboration entre les différentes équipes de l'ICM pour notamment comparer les patients atteints de SLA, qui portent ou non les mutations que nous avons identifiées, avec ceux des pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Et donc le but, c'est toujours d'identifier les facteurs bénéfiques et les facteurs toxiques pour pouvoir comparer ces différentes maladies entre elles, pour pouvoir comparer les malades et les contrôles, et dans le but d'utiliser les macrophages comme cible thérapeutique accessible. Enfin, Delphine Boll utilise ce qu'on appelle les cellules souches. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cellules souches? Eh bien, ce sont des cellules embryonnaires, donc des cellules au départ de l'embryon, qui sont capables de se multiplier de façon infinie à l'identique. Et ces cellules, elles ont une autre propriété qui est très intéressante, c'est qu'elles vont pouvoir se transformer en n'importe quel type cellulaire. C'est-à-dire que quand on a des cellules embryonnaires en grande quantité, eh bien on va pouvoir reformer des neurones, reformer des muscles cardiaques, des cellules de peau, de foie, de sang, en fait tout ce qui nous intéresse. Donc en pratique, ces cellules embryonnaires, eh bien, on les récupère à partir d'un petit prélèvement de peau des patients. Et donc on va les programmer, on va leur dire attention, vous n'êtes plus une cellule de peau, vous êtes une cellule embryonnaire, multipliez-vous, donc c'est ce qu'elles vont faire. Et à partir de ces cellules, on va pouvoir créer des motoneurones, des macrophages, les placer dans des boîtes et donc modéliser la maladie et surtout pouvoir tester rapidement des traitements. Alors comment ça se passe en pratique? Vous voyez ici un clone de ces cellules embryonnaires qu'on va pouvoir différencier. Vous voyez que la forme des cellules change complètement. Là, ils sont différenciés en motoneurones humains. Et on a aussi la possibilité de les différencier en macrophages. Et donc, on va pouvoir placer ces types cellulaires ensemble et voir comment ils interagissent, notamment au niveau des deux mécanismes qui nous intéressent, le recyclage des déchets, l'élimination des déchets et l'inflammation. Donc voilà, on va analyser différents facteurs dans l'objectif de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Alors pour conclure, j'aimerais signaler que l'équipe de Séverine Boilet n'est pas la seule équipe de l'ICM qui travaille sur cette pathologie. Nous travaillons en collaboration avec l'équipe d'Alexis Brice, notamment le docteur Isabelle Lebert, qui elle s'intéresse à une forme particulière de la maladie qui associe des troubles cognitifs, des démences. Et il y a également l'équipe d'Idor Kavachi qui dispose d'un modèle tout à fait ingénieux de poisson zèbre qui permet également d'analyser les conséquences des mutations que nous identifions dans ce modèle de poisson. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, je remercie tous les sponsors qui nous soutiennent et je vous remercie de votre attention.